pense qu'il est une bonne chose à la Banque nationale. Tu m'avais parlé de ton exemple avec la Formule 1, le jeu que tu l'as dit, c'était vraiment bon. Oui, mais en fait, le trading algorithmique, ça ressemble vraiment à une équipe de Formule 1. Donc, on a toujours l'image du trader, qui est en fait, dans cet exemple-là, le pilote. Donc, moi, je comprends bien l'automobile, je comprends comment que le moteur, que les roues fonctionnent. Si tu me demandes de construire une roue, je ne serais pas capable. Ou si je suis capable, ça ne sera pas optimal. Okay. Tandis que moi, j'ai des ingénieurs dans notre équipe qui sont très proches du trading, qui comprennent très bien, peut-être pas toutes les nuances, mais qui comprennent quand même très bien l'ensemble. Et on a des gens qui vont créer des modèles et tout. Et tout ça fait qu'on a une automobile qui va très bien. Mais la valeur ajoutée, c'est vraiment que chaque personne qui est tellement spécialisée qui fait que l'automobile devient la meilleure par rapport à un autre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Alpha de la Finance, une présentation du Fonds Alpha et de l'AFSA. Merci beaucoup à vous, merci de votre support. Aujourd'hui, chaque épisode est spécial. Aujourd'hui, on parle de trading algorithmique. Et qui est là pour nous en parler? Jean-François Boilard, qui est trader algo, qui vient de Toronto. Bienvenue. Merci d'être là. Merci. Et je suis pas venu toute seule non plus. Je suis accompagné d'Isaac Pajot, qui est un de nos membres au Fonds Alpha. Je sais pas si tu veux te présenter un petit peu. Yes, VP exécutif. J'ai été analyste l'année passée. Fait que j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, mais je suis qu'un débutant. Moi, pour commencer, Isaac, j'aurais une question pour toi. On change. Je vais t'interviewer en commençant. Toi, le trading algorithmique, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça? Puis c'est où que tu as déjà entendu parler de ça, s'il y a? Ouais, ben moi, j'ai entendu parler de ça, surtout au secondaire, un petit peu en mode sensationnaliste sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment créer un bot de trading pour faire des millions de dollars d'un coup. Mais j'avais jamais vu l'option vraiment des institutions, le vrai en arrière, pas juste les petits cours de formation sur Internet. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, il faut savoir que la première fois que j'ai entendu parler de ça, moi aussi, c'était à cause des réseaux sociaux. Mais je me rappelle au cégep, je pense que c'était mi-décembre. Là, on venait de commencer la grosse période des fêtes. Au cégep, on a un mois. Fait que c'est ça qui est plaisant. Je suis avec mon frère. Puis là, j'avais vu ça passer sur un TikTok ou quelque chose comme ça. Devenir riche avec le trading algorithmique. Puis là, tous les critères étaient parfaits. Fais de l'argent sans rien faire, t'as une stratégie qui roule pour toi, tu fais rien, t'es millionnaire. Bon, moi, j'ai vraiment cherché toutes les façons pour devenir millionnaire dans ma vie, puis c'en était une. Puis je me rappelle, mon frère qui était à l'Université Laval en ingénierie logicielle, il était content, pour lui, c'était une belle façon de progresser aussi. Fait qu'on a fait ça. On n'a pas fait d'argent. Au final, on n'a pas fait d'argent, mais on a trippé durant notre Noël. Là. Mais c'est ça aussi, que, tu sais, quand on parlait du trading algorithmique, moi, ma version du trading algo, c'est vraiment côté buy-side, acheter, créer des stratégies pour acheter. Mais vous, à ce que je comprends de nos discussions, c'est différent en banque d'investissement. Mais en banque d'investissement, en banque, mais on va pouvoir en parler. Est-ce que tu peux te présenter avant? Parce que là, je pars te présenter, puis ta carrière, ton parcours. Mais oui, mon nom est Jean-François Boilard, merci de m'avoir. J'ai gradué de l'Université Laval, j'ai fait mon baccalauréat en finance et ma maîtrise MBA en finance. Et après la graduation, je voulais voir un peu le marché des capitaux, travailler dans le domaine du trading et tout. Puis j'ai vite réalisé que j'avais pas les connaissances assez pointues en mathématiques et en informatique pour appliquer d'une manière systématique mes décisions de trading. Donc j'ai décidé d'aller au doctorat ils appellent ça en Computational Intelligence. Donc c'est c'est entre la finance et l'informatique. Donc, c'est appliquer ce que tu connais en finance en utilisant les outils en informatique. Et j'ai fait mon doctorat. Puis, après la graduation, tranquillement, pas vite, on va pouvoir en reparler. Je me suis dirigé vers le trading. Okay. Et maintenant, je suis un négociateur algorithmique pour la Banque nationale depuis 1 an. Et auparavant, j'étais pour une autre institution financière canadienne. Tu as travaillé à l'international, toi, c'est ça? C'est bien ça. J'ai fait mon doctorat à l'étranger, puis par la suite, j'ai travaillé pour un gestionnaire de fonds initial. OK. Puis c'était quoi travailler à l'international? C'était par rapport à ici, y a-tu des différences? Mais évidemment, il y a le côté culturel. Ouais. La langue est le plus facile. Mm-hmm. Moi, je travaillais au Japon, donc la langue d'usage était le japonais et l'anglais. Au travail, parce que c'était une compagnie américaine, c'était très en anglais, mais avec les gens de tous les jours, c'était en japonais. Donc, cette partie-là est un peu plus compliquée, mais
la finance est très internationale à la base, ce qui est une bonne chose. Donc, tu interagis avec des gens de différentes visions, avec un différent background. Donc, c'est très, très intéressant pour cette raison-là. Puis, même à la Banque nationale ou d'autres banques, on réalise en fait que tout se rattache à juste c'est quoi les bonnes décisions à prendre au côté investissement. Et ça, il n'y a pas de barrière vraiment. On parle tout le même langage. Puis, Isaac, on en parlait dans l'auto tantôt. Comment tu deviens une personne qui va travailler à l'étranger, tu ressemblais à quoi comme personne au cégep ou au secondaire? Ça ressemblait à quoi ton profil? En fait, si on parle de mon profil, je viens de Drummondville. OK. Et donc, j'ai dû aller à une autre ville pour faire mon programme universitaire. Et j'ai décidé de l'Université Laval pour, c'est que on me créditait des cours, ça me permettait d'avoir un processus un peu plus rapide. Mais la grosse partie qui a fait de la grande différence, c'est le processus international à l'Université Laval. Ouais. Donc, j'ai étudié à l'étranger au Japon pendant une session. Okay. Et donc, c'est là que ça a commencé à m'obliger à apprendre l'anglais, ça m'a obligé à faire le processus pour m'ouvrir l'horizon. Puis une fois que j'ai été à l'étranger, tranquillement, pas vite, ça m'a poussé à prendre une décision, puis finalement, j'ai fait mon doctorat là-bas. Mais si tu me demandais au début de mon baccalauréat, est-ce que j'allais avoir le parcours que j'ai maintenant? Évidemment, non. Mais comme toutes les personnes dans leur vie, c'est habituellement petite étape à étape. Et on va vers une décision optimale, mais en fait, c'est très naturel après coup. C'est pas évident de se dire wow, ouais, c'est ça. Ça va faire des sauts aussi. C'est aller travailler à l'international, moi, je sais que je pense que toi aussi, c'est un des objectifs de vie. Là. Ouais, c'est... Mais c'est de le faire, le saut. C'est de quitter Québec, ou de quitter son nid, quitter sa famille, puis d'aller voir ailleurs. Mais il faut vouloir, il faut être prêt à accepter ça aussi. Fait que c'est ça que. Ça t'apporte des opportunités aussi. Là. Exactement. Et je dirais que la plupart des gens à l'Université Laval, pas la plupart, mais un très grand nombre vont aller à l'étranger à un certain moment. Ouais. Et ce qui est une très bonne chose. Donc, j'encourage tout le monde à le faire, surtout quand on est plus jeune. Plus tard, c'est un peu plus compliqué. Mais si on travaille en finance, il y a toujours des opportunités de faire une conférence à l'étranger ou déjà d'avoir des collègues de différents horizons. Ultimement, c'est juste bénéfique pour tout le monde. Quand tu te lances là-dedans, parce que moi, si je parle pour mon expérience, toi, tu es en finance quantitative, tu dois avoir aussi cette même expérience-là. Là. Mais la finance, c'est large. La finance, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers que tu peux... tu sais, tantôt, on en parlait dans l'auto. J'aurais aimé ça, travailler en médecine, parce que je sais qu'il y a une branche, puis tu t'en vas là-dedans. Oui, après, il y a plusieurs spécialisations, là, mais quand même, tu sais, t'as un parcours type, mais en finance, on dirait que t'es l'ingénieur ou tu sois le gars qui travaille en bio. Tu as toujours moyen de revenir vers la finance plus tard parce que t'as une spécialité. On dirait qu'il y a tellement de chemins possibles. Toi, dans ton day-to-day ou dans ta vie, alentour de toi, est-ce que tu vois vraiment des profils comme ça où c'est souvent des personnes de finance que vous recrutez ou c'est vraiment profil très varié? Oui, je vais répondre à ta question en premier. Ouais. Ça ressemble quoi à la Banque nationale? Okay. Ben, il y a plusieurs départements, évidemment. La Banque nationale est très différente des autres banques parce qu'on est très focusé sur les marchés de capitaux. Tu vas avoir d'autres banques qui vont être très au service... que tu vas à la banque, tu as le retail, donc tu peux avoir le service que tu veux en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Et on a tous ces services-là à la Banque nationale, mais en proportion tout gardée, on est beaucoup plus focusé sur les marchés de capitaux. Et une des raisons, c'est que les dirigeants qu'on a à la banque viennent de cet endroit-là et il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et marché de capitaux par rapport à d'autres départements, c'est très systématique, c'est très réglementé et c'est donc très compliqué en même temps. Et si tu mets petite étape à étape, évidemment, là, tu te permets d'avoir une grande franchise avec ça. Ouais. Donc, la Banque nationale est très reliée au marché de capitaux. Ouais. Il y a plusieurs trucs qui se passent, évidemment, services aux entreprises, comme je disais, taux de change et tout. Mais lorsqu'on parle de marché de capitaux, évidemment, c'est encore beaucoup plus précis aussi. Il y a l'équité, il y a les bons et tout, produits structurés. Et le travail que moi je fais est très, très fini. C'est le trading algorithmique de fonds initiaux. C'est mon travail. Okay. Et même dans cette
dans ce travail-là, il y a encore beaucoup plus de spécialités. Donc, c'est un peu comme un étudiant qui rentre à l'Université Laval qui dit « Moi, je veux étudier en finance. » Oui, mais c'est quoi la finance? Ouais, la finance, c'est de gérer des investissements. Ça peut être pour un particulier en assurance, en immobilier et tout, mais c'est très, très large. Et dans le processus, tu te rapproches plus vers une spécialité. Finance quantitative, finance corporative et tout. C'est la même chose dans une banque. C'est la raison pourquoi que vous étudiez de cette façon-là, c'est parce que c'est très relié à ce que les employeurs ont besoin. Donc, à la Banque nationale, mon travail est très spécifique, mais il y a quand même des gens très différents. Il y a des gens qu'on engage de finance, d'ingénierie, dépendamment de la spécialité qu'on recherche. Okay. Si on cherche quelqu'un de très scientifique dans leur approche et qui vont permettre de développer un programme informatique, par exemple, ça va être en ingénierie informatique. Okay. Mais en même temps, si on a besoin de quelqu'un qui est capable de faire des modèles mathématiques, peut-être ingénierie financière ou en économique. Okay. Donc, il n'y a pas une réponse toute faite. Mais évidemment, en marché de capitaux, c'est très quantitatif par rapport à d'autres branches de la finance. Ouais. Le relationnel, est-ce qu'il est là ou il arrive plus tard ou vraiment c'est beaucoup plus le quantitatif derrière son écran? Mais si je le dis comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un film que tu penses en marché des capitaux qui te frappe? Marché des capitaux? Oui, en trading, peu importe. Y a un film? Je dirais Big Short, là, vraiment. Là. OK. Donc, Big Short. Donc, on pensait à des gens qu'il y avait une vision de qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils pensaient que le marché immobilier allait descendre. Donc, la personne qui était très centrée sur elle-même, qui ne parlait pas vraiment de beaucoup de personnes, a dû aller voir les grandes banques pour créer un investissement pour qu'ils soient capables de vendre à découvert qu'est-ce qu'ils voulaient. Yep. Donc, ils devaient quand même aller voir des gens et leur parler, les convaincre. Donc, si je prends cet exemple-là, nous, on traite avec des institutionnels en général, mais aussi des fonds de pension et tout. On a des clients et notre but est de servir le client avec le meilleur prix possible en suivant la régulation et qu'il nous fasse confiance. Parce que c'est un peu... Ça ressemble à quoi le marché des capitaux? C'est tu fais confiance et quelqu'un qui nous appelle, on va toujours être là, même s'il y a un président américain qui décide de faire quelque chose que nous, on est un peu surpris. Mais on doit être là à chaque moment, acheter et vendre au meilleur prix possible. Et si on croit qu'il y a un impact trop grand, on va le dire au client et on va arranger la trade pour qu'elle soit le plus optimale pour le client, moins disruptif pour le marché, et que tout le monde soit content. Ce relationnel-là est hyper important. Parce que ces gens-là, donc on parlait du côté acheteur et côté vendeur avant le podcast, nous, on est vendeur, on vend un service qui est multiple. Et le client qui décide d'acheter un investissement ou de vendre un investissement dans leur portefeuille, le plus important, c'est de ne pas se faire avoir, évidemment, de faire confiance à la contrepartie. Et ça, même si, par définition, les traders ne sont pas très relationnels, parce qu'ils sont très proches des chiffres, sont très minutieux. On va parler des qualités plus tard. La confiance est le plus important. Et lorsqu'on parle, par exemple, de la Banque nationale, pourquoi que je décide de faire mon transfert de carrière vers là, c'est que je savais qu'en termes de trading indiciel, était le numéro 1. C'était pas très compliqué. C'est facilement le numéro 1 en termes de transactions qu'ils font. Et moi, je disais, si je veux devenir meilleur dans ma carrière, mais il faut que je sois entouré de gens très compétents. Et là, lorsque je regarde maintenant à l'interne, qu'est-ce qu'ils font bien, c'est que depuis des années, ils ont investi dans la technologie, ils ont investi dans le relationnel, connaître le client. Il y a des clients qui aiment mieux avoir aucun risque. Il y a d'autres clients qui veulent avoir le moins d'impact possible. Chaque client est différent, mais d'avoir cette discussion-là, il y a des gens qui vont être plus relationnels, qui vont avoir cette discussion-là au départ. Les gens qui sont plus minutieux ou plus aspect technologique, qui vont être capables de créer l'infrastructure de trading. Donc, et tout ça fait partie d'une équipe très diverse de Canadiens, Américains et autres. On combine tout ça ensemble et qui fait que quand le client nous appelle, c'est pas juste une personne qu'ils ont en tête, un nom. Évidemment, ça l'aide, mais c'est une équipe. Et c'est qu'est-ce que je pense qui est une bonne chose à la Banque nationale. Tu avais parlé de ton exemple avec la Formule 1, le jeu que tu l'as dit, c'était vraiment bon. Oui, mais en fait, le trading algorithmique, ça ressemble vraiment à une équipe de Formule 1. Donc, on a toujours l'image du trader qui est en fait, dans cet exemple-là, le pilote.
Donc, moi, je comprends bien l'automobile. Je comprends comment que le moteur, que les roues fonctionnent. Si tu me demandes de construire une roue, je ne serais pas capable. Ou si je suis capable, ça ne serait pas optimal. Okay. Tandis que moi, j'ai des ingénieurs dans notre équipe qui sont très proches du trading, qui comprennent très bien, peut-être pas toutes les nuances, mais qui comprennent quand même très bien l'ensemble. Et on a des gens qui vont créer des modèles et tout. Et tout ça fait qu'on a une automobile qui va très bien. Mais la valeur ajoutée, c'est vraiment que chaque personne qui est tellement spécialisée qui fait que l'automobile devient la meilleure par rapport à une autre. Okay. Et mon emploi, c'est de m'assurer de rouler le plus vite possible, de breaker quand il y a des tournants, qu'il y a de la pluie et tout, et m'assurer que l'automobile reste intacte. Et c'est tout. Donc, le trader, en résumé, c'est un manager d'équipe. Okay. Et on n'est pas l'expert de rien, mais on comprend très, très bien toutes les nuances. Évidemment, on est spécialisé en trading, mais c'est plus comme avant tu avais comme la superstar qui tradait par lui-même, qui avait besoin de personne. Et j'imagine que ces gens-là existent encore, mais spécifiquement en trading algorithmique, c'est des équipes. Okay. Et on compétitionne contre d'autres banques et on a beaucoup, des millions de transactions par jour. Donc, on a besoin d'une machine bien huilée, qu'il n'y a pas d'exception. Et lorsqu'il y a quelque chose, on doit le réparer, comme un pilote de Formule 1 avec leur équipe. OK. J'avais vu aussi que tu avais parlé un peu avec Philippe sur qu'il y avait de moins en moins de traders, qu'il y en a de moins en moins en avoir au fil des années. Peux-tu un petit peu nous aiguiller là-dessus? Ben oui, cette perspective-là ne vient pas de moi. Ça a été publié plusieurs fois. C'est que le nombre en fréquence de traders dans le marché diminue ou a tendance à diminuer avec les années. Okay. Et ça dépend des cycles économiques, mais en général, l'idée, c'est que si tu le fais plus de côté systématique, si tu as des machines qui t'aident à être plus efficient, on a besoin de moins de traders. Il y a plus de volume de transactions qu'avant. Mais l'aspect humain est un peu moins nécessaire qu'avant. Okay. Tu sais, par exemple, avant, c'était sur papier. Il fallait que tu cries et tu dis, j'ai acheté puis vendre, puis il fallait que le papier soit envoyé à une équipe qui allait le regarder, matcher les deux côtés, etc. Tu sais, c'était très manuel avant. Toute cette partie-là, maintenant, est vraiment plus rapide, mais il y a plus de transactions aussi. Donc, ça ne va jamais aller à zéro. Mais on ne peut pas dire que les emplois de traders qu'il y a 50 ans est la même chose que maintenant. Yep. Et c'est de plus en plus technologique. Ça ira jamais à zéro, mais comment un étudiant, par exemple en finance quantitative à U-Laval, pourrait espérer avoir un emploi comme le tien? Est-ce que c'est possible maintenant ou il faut que tu fasses 10 ans de carrière puis espérer prendre une autre branche puis finalement atterrir là? Non, définitivement. Les banques sont très bonnes. La Banque nationale est un exemple, c'est qu'on a des problèmes de rotation ou des programmes de stage et que les étudiants maintenant peuvent avoir une exposition. Et la bonne chose, c'est que tu fais partie de plusieurs équipes et pour toi, tu décides, hey, moi j'ai envie de faire tel emploi, mais aussi pour l'équipe, ça donne une perspective de dire, bon, on va enseigner qu'est-ce qu'on croit qu'on a besoin dans ce rôle-là et c'est comme... c'est un peu comme un Tinder. Donc, c'est de voir un peu, est-ce qu'il y a un bon match? Okay. Et c'est pas toujours une question de si tu es un bon employé ou pas. C'est pas cette perspective-là du tout. C'est plutôt, est-ce que ça répond aux besoins actuels? Et puisque le plus important en finance, et pour une carrière à long terme, c'est la motivation puis d'être curieux. Okay. Puis ça, c'est pas juste... en fonction du CV que tu le connais, puis la personne de l'autre côté qui fait l'emploi, et de mon côté aussi, c'est avec l'expérience qu'on voit qu'est-ce qu'on veut faire et qu'on ne veut pas faire. Okay. Donc, les programmes de rotation sont faits exactement pour ça. Donc, on permet d'avoir un étudiant qui n'a pas de connaissances pratiques de l'emploi, mais qui a une connaissance théorique, mais en même temps qui a une curiosité et une motivation très élevée. Et les étudiants maintenant sont mieux outillés qu'avant pour avoir un grand impact, à cause de l'informatique, à cause de... C'est juste du mindset que peut-être qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Ah ouais. Donc, c'est très différent. Donc, ces programmes-là sont très bons pour quelqu'un qui veut commencer un poste de trader immédiatement. Le caveat, c'est que les gens qui font cet emploi-là, qui est très précis, le font depuis des années, qui ont développé une expertise pointue, mais aussi avec une valeur ajoutée pour le client, pour la banque, etc.
Donc, d'arriver au jour 1, il faut être très humble. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est clair. Si on apprend nos erreurs, évidemment, ces erreurs-là sont plus coûteuses que dans d'autres domaines. Donc, il faut juste rester humble. Moi, je suis au début de ma carrière, je considère. Ça fait 7 ans que je fais ce métier-là. Pas juste en termes de trader, mais en termes de... J'ai commencé en termes de développeur d'algorithmes financiers et j'ai bougé de développeur à trader. Donc, j'ai fait la machine, je la comprends, maintenant je peux l'utiliser. C'est bon, ouais. Et tranquillement, pas vite, évidemment, il y a des choses que j'aimerais mieux faire plus que d'autres. Et lorsqu'on vit en tant qu'étudiant dans une firme, comme la Banque nationale, dans un programme de rotation qui est fait pour ça, évidemment, au jour 1, tu ne feras pas exactement la même chose qu'après 1 an et 2 ans. Il y a cette partie-là qu'on peut faire. Aussi, on peut juste faire un poste qui est similaire ou rattaché au trading. Donc, on peut commencer, par exemple, Philippe, toi, tu veux faire, par exemple, je ne sais pas, tu veux travailler dans les modèles quantitatifs, par exemple. OK, bon. Tu commences dans un poste comme ça pour évaluer le risque, pour évaluer la volatilité du profit et perte, etc. Donc, c'est ce que tu veux faire, c'est qu'est-ce que tu es motivé, qu'est-ce que tu as une valeur ajoutée. Et après 1 an, nous, si on a besoin de développer un nouveau modèle et que tu lèves la main ou que tu as développé cette expertise-là, cette compréhension-là, évidemment, ça te donne une chance d'avoir une promotion, ça te donne une chance d'avoir des meilleurs projets, ou pas juste des meilleurs projets, mais des projets qui sont plus reliés à ce que tu veux. Donc, cette progression-là, comme dans n'importe quel métier, existe en trading. Et tranquillement, pas vite, si tu as un intérêt en trading, et tu peux faire tranquillement, pas vite, juste de dire à ton patron, s'il y a un poste qui s'ouvre, je vais être là. Puis moi, c'est ce qui est arrivé quand j'ai commencé en développeur d'algorithmes financiers. J'ai déjà dit au départ, éventuellement, d'ici 5-10 ans, j'aimerais faire le mouvement d'un poste à un autre. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Et ça a juste été plus vite que je pensais. Donc, si on fait un wrap-up, les 2 choses qui font la différence, c'est la motivation et, tu avais dit... c'est être curieux et être motivé. Curieux, ouais, c'est ça. OK. Et, je crois que les étudiants en finance sont très bons là-dedans. Ouais. Parce que, oui, la finance est compliquée et ça te force à être curieux et motivé à voir un peu quel domaine t'intéresse vraiment. Mais les gens en finance, habituellement, oui, il y a l'aspect financier, gain et tout, qui est intéressant, mais habituellement, c'est plus la validation. Je crois que les gens recherchent habituellement. C'est, hey, je prends une décision, bonne ou mauvaise, c'est quoi le résultat? Ouais. Puis ça, c'est une bonne chose à avoir. Ça s'apprend, mais les gens en finance, habituellement, cherchent cette validation-là, quantitative, qui revient à toi. Ça ressemble à quoi une journée là, dans tes bottes à toi? Là? Ça ressemble à quoi, mettons, à 6 heures le matin jusqu'au soir? Là? Oui. Chaque trader sont différents et je fais vraiment une grande section. Ce que je dis aujourd'hui n'est pas des traders manuels ou interactionnels avec les clients. Okay. Moi, c'est très algorithmique. Donc, ma journée à moi commence, je me lève à 5h45 et je regarde mon ordinateur pour m'assurer que tous les fichiers, toutes les logiques sont toutes prêtes. Pour que quand j'arrive au bureau vers 6h30, on peut commencer à calculer nos modèles financiers. Donc, comment que tu calcules, par exemple, un indice boursier sur la S&P 500? Il y a 500 entreprises qui ont un poids déterminé, que le prix va changer durant la journée, mais tout ça, c'est des choses connues. Okay. Donc, est-ce que la valeur du S&P 500 d'hier fait du sens avec les données que j'ai aujourd'hui? Si je ne suis pas capable de réconcilier la valeur d'hier avec les données que j'ai aujourd'hui, prix d'hier et tout, mais avec ce que j'ai aujourd'hui, j'ai un problème de logique. Et on va avoir des centaines et centaines de façons de le vérifier, mais il faut juste s'assurer est-ce que tu es confiant ou pas que lorsqu'on va avoir des appels de clients, que tous nos modèles sont corrects. Okay. Donc, cette partie de validation-là prend 1 à 2 heures le matin jusqu'à l'ouverture des marchés à 9h30. Donc, entre 6h30 et 9h30, évidemment, il n'y a pas juste de la validation, mais c'est la préparation pour que quand la journée commence. Et ma perspective à moi, c'est que c'est là la partie qui est la plus importante dans la journée en trading algorithmique, puisqu'à 9h30, tu le sais ou pas, que
que quelque chose a été bien fait ou pas bien fait. Et je crois que ça va être une des prochaines questions, mais c'est quoi, dans une journée, ça ressemble à quoi en termes de va-et-vient et tout? Ouais. Ça ressemble à quoi une journée? C'est qu'à 9h30, si tout va bien, donc les modèles ont été configurés bien, on fait des transactions, on achète, on vend et tout, à partir de 10h30, il y a moins de choses à faire en termes d'opérationnel. Donc, c'est très opérationnel avant, mettons, 9h30. À 9h30, 10h30, on s'assure que tout est ajusté. On voit des petits trucs qui n'étaient pas corrects. Il y a un président américain qui a décidé de prendre une décision et tout. Donc, c'est le temps de s'ajuster. Et à partir de 9h30, 10h30, dans cet intervalle-là, ça va être très basé sur les clients qui nous appellent, s'assurer que on a un écart entre l'acheteur et le prix-vendeur très, très petit, plus petit que le compétiteur. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Et habituellement, en après-midi, ça va être projet. Donc, un nouvel investissement. Ça peut être dans les crypto-monnaies, ça peut être des projets avec qu'un client achète un fonds initial, mais veut peut-être acheter quelque chose d'autre. Donc, on va le référer à l'interne. Donc, c'est très, très basé là-dessus. Tout le monde est différent. Mais mon point, c'est qu'il y a beaucoup d'opérationnel. Et quand je dis opérationnel, c'est s'assurer que tout marche comme prévu. Puis, moi, j'ai un point, là, ça vient de m'apparaître. La lecture des marchés. Mettons, rester connecté au marché, comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois t'allouer un moment dans ta journée pour le faire ou c'est quelque chose de naturel chez tous les traders ou chez toutes les personnes qui travaillent en finance que quand tu te réveilles, tu regardes? Ou, est-ce que c'est un peu éparpillé à travers la journée ou il faut vraiment que tu te pognes un bloc? Oui. J'ai 6 écrans. Donc j'ai un écran que j'ai beaucoup d'informations en temps réel. Et le matin, oui, ça fait partie des trucs. Tu regardes le marché a-tu monté ou descendu, pour quelle raison? On a beaucoup de ressources pour ça. Et l'avantage d'être en présentiel, c'est que il y a beaucoup de gens qui regardent la même chose. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, on est au courant. Okay. C'est un avantage. Ceci étant dit, c'est très différent du trading relationnel avec des clients. Donc, on n'a pas besoin de parler de thème. On n'a pas de vision. Est-ce qu'on doit acheter ou vendre? Qui est plutôt du côté gestionnaire d'un portefeuille qui doit avoir une vision du marché. Nous, on n'a pas vraiment de vision. Peu importe ce que le client veut faire, nous, on est prêt à faire l'inverse. Okay. Donc, lui, s'il y a une vision, nous, on fait l'inverse parce qu'on donne de la liquidité au marché toujours. Okay. Donc, c'est la vision dans le sens. Donc, si le client a vraiment une grosse opinion, nous, on va avoir une vraiment grosse opinion inverse. Pas vraiment une opinion, mais on doit faire l'inverse. Okay. Et nous, on va utiliser des outils pour protéger notre risque. Donc, si le client achète le S&P 500, nous, on doit le vendre. Donc, qu'est-ce qu'on doit acheter? Peut-être un future ou on va acheter les sous-jacents. On va faire quelque chose après avoir fait la transaction. Le client va avoir le prix, il va avoir tout ce qu'il veut. Et nous, après la suite, on doit assumer le risque. Et c'est très différent comme perception parce que, oui, on peut suivre les nouvelles, mais en fait, on est plus réactif que d'autres choses. OK. Ouais. Merci, hein, c'est vraiment intéressant. J'ai plein de questions. T'as-tu une question ou sinon j'enchaîne? Vraiment. Je sais que tu avais parlé de la programmation tantôt dans l'auto. Oui, c'est ça, je me demandais, est-ce qu'il y a des langages spécifiques que tout le monde doit savoir en finance? Je connais déjà Python, C++, mais est-ce qu'il y en a des moins connus un petit peu que tout le monde normalement est supposé savoir dans ce coin-là? Oui. Mais le langage de programmation, ça dépend vraiment de l'emploi que tu occupes. Donc, si tu es très proche de la machine, comme un ingénieur de voiture Formule 1, mais évidemment, C++ va être très intéressant, Java et tout. Je peux en lister beaucoup, mais celui de base, c'est Python. C'est pas très rapide par rapport à d'autres, mais c'est très facile à programmer. Donc, si tu veux, par exemple, dire il y a quelque chose que je fais manuellement à chaque jour, j'aimerais l'automatiser. En Python, ça se fait en quelques lignes, ça peut être rapide, ça va te sauver beaucoup de temps, ajouter de la valeur immédiatement. C'est peut-être plus fun aussi à apprendre, puisqu'il y a beaucoup de choses déjà faites pour toi. Tandis qu'en C++, et moi, j'étais un programme de C++, ça prend un peu plus de temps. Juste pour exporter quelque chose, ça va te prendre un peu plus de lignes de code et il va falloir que tu t'assures que
tu gères bien la mémoire et tout, dépendamment des cas, mais en Python, tu as cette abstraction-là et tu peux faire tes trucs. Mon point, c'est que peu importe le langage de programmation, le but, c'est juste d'ajouter de la valeur. Parfait. OK? Donc, en général, Python est mieux. Si tu es plus à l'aise avec un autre langage de programmation, il n'y a personne qui va t'empêcher de l'utiliser. Mais en règle générale, Python est le dénominateur commun pour beaucoup de choses. Puis c'est une bonne question. Puis je fais un rebond là-dessus. Selon toi, est-ce qu'un étudiant à l'université devrait se spécialiser, par exemple, dans Python ou plus adopter de manière généraliste, de connaître un peu tous les programmes, mais sans être le pro de chaque... Oui. L'hypothèse, c'est que si tu es étudiant en finance, c'est que tu veux faire de la finance. Oui, exact. Okay? Donc, tu n'es pas un programmeur. Ouais. Donc, oui, avoir des bases en Python, d'être capable de mieux faire ton travail, c'est parfait. Et j'encourage fortement de faire des projets pour démontrer ou te motiver à avoir des meilleures connaissances en Python. C'est l'idéal, selon moi. Ceci étant dit, si tu veux devenir un programmeur Python, probablement que tu as été en informatique. Ouais. Ou si tu viens de finance et tu veux devenir un programmeur Python, évidemment, tu devrais te spécialiser. Mais est-ce que c'est la valeur ajoutée que tu vas avoir dans ton prochain emploi? Peut-être, mais j'aurais tendance à dire que probablement que ça va être l'aspect financier, quantitatif, l'application de Python à quelque chose en base de données, en backtesting et autres. Pour ma part, j'ai été en développement puisque je croyais que c'était ma valeur ajoutée due à mes expériences de travail. Et par la suite, j'ai pu bouger. Et maintenant, lorsqu'on parle de est-ce que l'algorithme a fait ce qu'il devait faire, pour moi, la vision que j'ai, c'est toujours comment que je l'aurais programmé. Qui est très différent, par exemple, de d'autres traders. Et d'autres traders vont être infiniment meilleurs en d'autres domaines. Ça a été la voie que j'ai occupée. Mais le premier emploi, l'hypothèse, c'est que tu connais pas beaucoup de trucs spécifiquement au travail, évidemment, puisque sinon tu le ferais déjà. Mais tu as déjà beaucoup de trucs que tu as appris à l'école. Et Python c'est un parmi tant d'autres. Il y a d'autres choses que tu peux ajouter de la valeur. En achetant sur les trucs à apprendre à l'école, c'est quoi dans les choses que tu as appris durant tes multiples années avec le doctorat, la maîtrise, que tu penses qui se transmettent le mieux à ce que tu fais maintenant? Pour ma part, à moi, c'est l'approche scientifique. OK. De penser... donc, si tu me demandes c'est quoi, en une phrase, comment est-ce que tu décris le trading algorithmique, je dirais que c'est une approche systématique et scientifique à l'investissement. OK. Et ça vient de mon background. Donc, au doctorat, c'est très recherche. Et c'est de tenter de dire, bon, mais t'as pas d'opinion vraiment. Est-ce que... t'as une opinion. Est-ce que ça devrait être... Est-ce que c'est logique pour toi? OK. Donc, est-ce que je crois que quand le marché a monté, il y avait plus d'acheteurs que vendeurs? Ça fait du sens pour moi. Right? C'est qu'est-ce qu'on a appris, c'est logiquement pour moi. Mais là, de regarder le data et de dire, bon, est-ce que tu es capable de trouver la causalité entre plus d'acheteurs égale le marché monte? Donc, ça serait plus cette approche-là que moi, quand le trading algorithmique est très bonne. Et à la Banque nationale, encore une fois, sont très reliés à construire quelque chose de très robuste et scientifique qui respecte toutes les règles, puisque une des parties les plus compliquées dans notre domaine, c'est vraiment tout ce qui est interaction entre un acheteur et un vendeur, tu as un risque de crédit et tout. Tu as des règles, tu dois toujours donner le meilleur prix disponible au marché, mais ce prix-là change à chaque milliseconde et nanoseconde. Donc, à partir de quel moment tu peux garantir ou sans le garantir, du moins d'être confiant que ce que toi tu voyais, c'était la réalité et tout. La Banque nationale investit énormément pour avoir la meilleure technologie pour qu'on puisse avoir de plus en plus de clients et qu'il y ait de moins d'exceptions que d'autres endroits. Donc, ces exceptions-là qui arrivent peut-être une fois, mettons, à chaque 1% des transactions, mais si tu fais 1 million de transactions, tu as beaucoup d'exceptions. Donc, eux, à la Banque nationale, tout le monde a cette approche un peu scientifique-là. Personnellement, je crois que c'est très poussé à cause de mon doctorat, mais j'aime beaucoup de penser de cette façon-là. L'autre partie un peu opposée, ça va être si tu as un gestionnaire de portefeuille que lui a une vision très claire, mais qui n'est pas capable de le décrire, ça va être basé sur des aspects quantitatifs, mais c'est pas, tu ne peux pas le reproduire.
comme dans une expérience scientifique, dans un laboratoire, par exemple. OK. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup penser aux liens interconnectés, à la causalité et l'emploi que j'ai aide beaucoup à ça parce que c'est très systématique. Tu peux expliquer pourquoi que tu as transigé à ce moment-là basé sur l'information qu'il y avait à ce moment-là. Fait que c'est pas une matière spécifique, mais plus des méthodes de résolution de problèmes puis de pensée. Exactement. OK. Oui. Et l'autre partie, c'est la façon d'apprendre. Donc, les études poussées, habituellement, ça veut juste apprendre à comment apprendre par toi-même. OK. Donc, c'est si tu penses au baccalauréat, ça va être l'introduction en plusieurs choses. Et en maîtrise, ça va être un peu plus spécialisé. Et en doctorat, c'est très, très spécialisé. Mais tout ça te pousse à apprendre par toi-même. Et ça, dans un emploi, c'est hyper important puisqu'il n'y a personne qui va être là pour te dire « As-tu pensé à tel truc? » Et oui, tu vas avoir des collègues qui vont pouvoir te guider. Mais à un certain moment donné, tu vas être l'expert dans ton domaine et tu dois être capable de savoir ce que tu es moins confiant, ce que tu as besoin d'un peu plus de connaissances. Et ça vient avec les années. OK. Ouais, vraiment, l'expérience. Moi, je veux savoir, écoute, puis sens-toi à l'aise de répondre à la question, là, mais tu es dans un monde vraiment quantitatif, mais la vie en bourse, les marchés boursiers, il y a beaucoup de l'émotion, on le voit en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui jouent. Comment vous faites pour gérer cette émotion-là? Est-ce que c'est dans vos modèles ou vous avez déjà prévu tout ça? Non. Encore une fois, c'est très systématique. Donc, si tu parles à quel prix notre modèle veut acheter et vendre, il n'y a pas d'émotion. C'est tout basé sur des règles. Donc, S&P 500, c'est 500 entreprises. Et donc, voilà. C'est juste mathématique. Maintenant, la question, c'est comment que les gens ressentent dans une journée, par exemple, que le marché monte de 10%. C'est très... c'est comme... Moi, j'aime penser à mon emploi un peu comme un sport. Okay? Donc, quand tu es un athlète et tu dois jouer au football ou au soccer et que tu es dans le moment et tu penses que tu as une chance de faire un but, tu n'es pas vraiment stressé ou tu fais juste faire le mieux que tu peux et le résultat va venir avec lui parce que tu t'étais préparé. Donc, le trading algorithmique, c'est très préparatif. Donc, l'opération que je parlais, quand il y a des journées comme ça, c'est très... c'est pas réactif, c'est juste... Il y a un événement et tu t'ajustes. Oui, il y a plus de risques à prendre que d'autres journées, mais ça veut juste dire aussi qu'on va faire plus de hedging que d'habitude et d'être très communicatif avec l'équipe. Et nous, à la Banque nationale, spécifiquement dans le domaine du trading indiciel, on a un bureau à Toronto et on a un bureau à Montréal et les deux sont aussi importants. Nos clients sont dans les deux grandes villes, mais aussi dans d'autres régions, Calgary et autres. Et c'est juste de communiquer. Communiquer par chat, par téléphone et tout, pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que s'il y a plus... qu'un client veut vraiment, dans ce cas-là, acheter rapidement, mais qu'on est là puis qu'il n'y a pas de problème. Et malheureusement, il n'y a aucune façon de le tester avant que ça arrive. Mais j'étais très surpris que, en fait, la plupart des choses c'est très bien passé. Donc, ça revient à dire, est-ce que tu as bâti une infrastructure de trading qui était très résiliente, très robuste, très scientifique? Et quand tu fais partie de ce processus-là, c'est encore une fois, c'est comme un athlète. C'est juste de capitaliser sur le moment. Ça ne sera pas parfait, d'apprendre s'il y a des erreurs. Et tu n'as pas besoin d'une journée extrême pour cette partie-là. Et quand une journée extrême arrive, ça devrait être, dans la moindre des choses, pas très différent d'une autre journée. C'était très différent concrètement. Là, le résultat était très différent, mais c'est d'acheter et de vendre. Si un client a besoin, peut-être qu'on va prendre un peu moins de risques à la fois à chaque transaction. Il faut communiquer un peu plus pour s'assurer que le prix acheteur et vendeur n'est pas très grand avec les BlackRock et tous les autres de ce monde. Donc, dans ces journées-là, j'imagine que la seule différence, c'est juste plus de communication, c'est plus rapide. Good. Puis, moi, je vais rebondir là-dessus, là, mais on dit souvent que c'est le fun que tu nous en parles parce qu'on dit souvent que la finance, c'est du stress, la finance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais dans votre cas, à vous avez votre infrastructure qui est là, vous avez vos modèles, etc. Vous n'êtes pas dans la réaction, mais plus le suivi puis regarder comment ça marche, c'est ça? Oui. Donc,
Oui et non, en fait. C'est pas réactif dans le sens qu'on est en mode panique parce que quelque chose a mal marché. C'est comme une Formule 1, il y a des ajustements. On n'aura pas besoin de remettre une roue lorsqu'on roule. Ouais. Mais ça peut très bien qu'il y ait une crevaison et qu'on doit s'ajuster. OK. Il y a des moments qu'il y a des marchés boursiers qui ne fonctionneront pas parce qu'ils ont trop de data. Il y a des trucs comme ça que c'est pas nécessairement notre infrastructure, mais on est relié à quelque chose. OK. Qu'il y a un réseau de fibre optique qui marche plus. Ou, clair, il y a des trucs comme ça qui vont arriver. Peut-être pas une journée précise, mais qui vont arriver, qui a une chance qui va arriver d'ici 5 ans. Et oui, c'est de bâtir une infrastructure de trading pour s'assurer que tout va bien. Et la partie de bâtir, comment on bâtit une clientèle en marché capitaux, c'est la confiance, c'est la résilience et tout. Et c'est comme ça que ça se crée. Okay. Puis, dans les grosses journées, oui, il y a plus de choses qui peuvent arriver, mais business as usual. Écoute, il ne reste plus beaucoup de temps, là, fait que je me dépêche, là. Mais dans 10 ans, là, ton rôle à toi, tu penses qu'il va ressembler à quoi? Tu vas être où? C'est super dur à prédire. Ouais, hein? Mais encore une fois, c'est incrémentel. Okay. Donc maintenant, ce que je fais, c'est m'assurer que nos modèles marchent bien, que notre performance est en ligne, que les clients sont contents. On a des obligations, qu'on doit donner de la liquidité à tout moment. Est-ce qu'on est là à chaque milliseconde? Y a-t-il des moments que le client voulait acheter énormément et qu'on doit augmenter de position dans le marché? Il y a des trucs comme ça qui se passent vraiment comme en opérationnel. Okay. Mais mon rôle, ce que moi j'aimerais plus tard, c'est très en ligne de ce que je fais maintenant. C'est plus de pays, plus de produits et tout, okay. Mais c'est toujours cette curiosité de dire, d'avoir cet effet-là qu'on essaie de faire le mieux, d'optimiser le tout, basé sur des données, basé sur l'optimisation. Et ces outils-là se développent aussi. Ouais. Donc, intelligence artificielle et tout, les régulateurs ont des visions très différentes des règles quantitatives et tout. Maintenant, par rapport à il y a 2 ans, ça va être la même chose dans 10 ans. Okay. Donc, il y a des trucs qu'on peut penser qui est bon pour la finance. Donc, un exemple que peut-être les étudiants sont moins au courant, mais avant, une transaction, elle devait être, on appelle en settle, en T+2 avant. Et maintenant, c'est en T+1. Donc, ça veut dire que si tu fais une transaction, l'argent et les sécurités doivent être transférés la journée d'après par rapport à T+2. OK. Et ça, déjà de bouger à T+1, c'était énorme. On ne pouvait pas penser que ça allait être fait assez rapidement. Ouais. Ça a été fait dû à la crypto-monnaie qui était en T+0. Okay. Donc ça, c'est assez majeur. Donc, s'il y a ce changement-là, mettons de T+1 à T+0, par exemple, ça aurait aussi un grand impact. Et là, on peut penser à d'autres choses. Ça a l'air très petit, mais imagine que l'argent se transfère et les sécurités assez rapidement. Là, maintenant, on peut vendre peut-être une fraction d'une sécurité. Parce que, bon, c'est qui obtient la sécurité? De 0.5, c'est qui détient? Donc, tous ces trucs-là existent, est en discussion, mais si ça devient plus populaire et accepté par les régulateurs, mais évidemment, ça va changer la finance assez rapidement. Okay. Et un poste d'algorithme, de trader algorithmique, c'est juste de s'ajuster et de donner le meilleur service aux clients ultimement, puisque les transactions à la bourse se font toujours entre un acheteur et un vendeur, et nous, on est vendeur, donc on a besoin de quelqu'un d'autre. Isaac, as-tu une dernière question pour nous? Yes, là, t'es allé 10 ans dans le futur, 10 ans dans le passé. Si, exemple, tu devais recommencer ton parcours, c'est quoi comme conseil que tu te donnerais, toi? C'est juste d'être curieux à l'école. Mm-hmm. Oui, les classes, c'est très important d'avoir des bonnes notes aussi, mais c'est de dire, oui, je fais mon cours de qu'est-ce qu'on m'a demandé à moi de faire, mais s'il y a un projet que je veux faire pour pousser ma connaissance, je pense que c'est là qu'on commence à se connaître soi-même. Et à partir de là, si on a cette motivation-là et qu'on peut déterminer ce qu'on aime moins, ça donne un grand avantage une fois rendu au marché du travail. Je vais donner un exemple. Moi, lorsque j'étais à l'école, j'ai fait une compétition à Toronto en finance. Je faisais partie du club de simulation boursière de l'Université Laval. Okay. Tous ces petits trucs-là ont fait que, c'est le genre de métier que j'aimerais faire. Il y a d'autres trucs que j'ai faits que je suis un peu moins intéressé. Okay.
Et donc, ça m'a poussé vers ce que je suis maintenant. Mais c'est pas un cours précis qui m'a permis de me diriger. Okay. D'essayer des choses, puis après, tu regardes qu'est-ce que tu aimes moins, puis tu te cibles un peu plus. La même raison pourquoi vous avez décidé un programme en finance, c'est probablement la même chose qui va vous permettre d'aller vers une carrière. Et le premier rôle ne sera pas votre dernier rôle non plus. Et les gens qui vont vous engager vont comprendre ça. Je pense, juste pour finir, c'est que on parlait de la partie relationnelle. Habituellement, les gens engagent des personnes qu'ils vont être capables de travailler à chaque jour. Et c'est pas juste d'avoir un café puis de te complimenter et tout. C'est plutôt... lorsqu'on est curieux, lorsqu'on est motivé, c'est un peu du donnant-donnant. La personne va être contente de passer du temps avec toi, de t'enseigner certains trucs, et en retour, ils vont apprendre d'autres trucs. Et cette relation-là est hyper importante dans n'importe quelle relation, mais dans le marché du travail, c'est pas mal la valeur ajoutée. C'est de dire, je vais donner le mieux que je peux, je vais faire des erreurs, mais ce sera pas des erreurs honnêtes, ça sera pas parce que je fais pas attention. Puis habituellement, tout le monde est très compréhensif. Un gros merci pour ton temps, Jean-François. Merci Zach d'être venu aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui écoutent. J'aurais tellement eu plein de questions encore à te poser. Merci à tout le monde qui écoute. Il faut que je remercie nos partenaires avant de finir. Là. Merci Beneva, IA Groupe Financier, Mallette, notre propulseur aussi CFA Québec. Merci beaucoup de nous soutenir. Puis c'est la fin de la saison. On va se reprendre en automne pour d'autres podcasts. Merci de nous suivre. Puis encore une fois, merci à vous deux. Merci. Là. Bonne soirée.